Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission proposée par ANews Expérience Client, l'émission Décryptage. Alors aujourd'hui, nous allons parler de culture client et de transformation de la culture client. Et pour parler de ça, j'ai deux invités. J'ai Agnès Baillot, qui est déléguée expérience client GRDF et secrétaire générale d'Esprit de Service France. Et Guillaume Antonietti, qui est directeur associé de Academics for Business et activiste de la culture client. Bonjour à vous deux. Bonjour Céline. Alors une première question, Agnès. Tout le monde connaît l'entreprise GRDF, mais peut-être un peu moins. Qui sont les clients de GRDF? Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots qui sont vos clients? Alors GRDF déjà c'est le réseau de distribution de gaz en France et nos clients chez nous c'est ceux qui consomment du gaz. Donc ils sont connectés au réseau de gaz et derrière donc c'est 11 millions de clients raccordés à nos réseaux. Des clients à la fois particuliers, des clients entreprises, des petites, des grandes, des collectivités, des grosses industries, et puis qui vont avoir un usage multiple du gaz en fonction de leurs besoins, donc soit de la cuisson, soit du chauffage, de l'eau chaude, et puis des usages industriels pour les plus gros. Donc à la fois du B2B et du B2C. Alors une question qu'on pourrait se poser, que je vais poser à Guillaume, pourquoi vouloir changer une culture client d'une entreprise qui a des clients captifs et finalement qui n'a pas trop le choix de passer par une entreprise? Alors évidemment, ce serait quand même hyper pratique de se dire que dans la mesure où les clients ne peuvent pas vraiment sortir d'un contrat aussi rapidement que ça, ils sont fidèles, on n'a plus besoin de travailler la satisfaction, pensant que grâce à la satisfaction, on va les fidéliser et donc en fait, on n'a pas besoin du coup de les satisfaire. En réalité, on a pu démontrer qu'il y a d'autres avantages à satisfaire les clients du point de vue business, en dehors du fait qu'ils soient encore clients en termes de contrat. Le premier d'entre eux, c'est le bouche-à-oreille. Les clients les plus satisfaits vont parler favorablement de notre solution d'énergie, par exemple, et vont nous ramener des clients. La deuxième solution, c'est le fait que les clients les plus satisfaits vont moins se plaindre, vont moins appeler le service client, vont moins demander de la ressource interne. Et donc, en creux, c'est aussi des bénéfices pour l'entreprise. Troisième levier, les clients les plus fidèles sont plus sensibles à des services ou des produits additionnels qu'on pourrait leur soumettre. Alors, c'est peut-être moins le cas chez GRDF, mais dans beaucoup d'autres entreprises. En revanche, les clients plus fidèles sont aussi, et c'est le quatrième levier, moins sensibles à la concurrence, moins sensibles à la hausse des prix. Et donc, plus je suis content de mon fournisseur, moins je regarde à côté de ce que je pourrais faire de façon différente. Donc, pour toutes ces raisons-là, en dehors d'avoir un client qui reste fidèle en termes de contrat, pour ma profitabilité, j'ai intérêt de les fidéliser. D'accord. Et donc, dans le cas de GRDF, effectivement, de passer plutôt au gaz ou à l'électricité pour avoir le choix. Mais alors, du coup, vous avez mis en place un programme au sein de GRDF pour transformer cette culture client. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte de cette mise en place de ce programme? Alors pourquoi déjà on travaille effectivement sur la culture client chez GRDF? J'ai envie de dire que la culture client chez GRDF, c'est un peu dans notre ADN de gazier. On est une entreprise de service public, donc pour le service public, on va faire beaucoup de choses pour le client. Le client, effectivement, comme l'a dit Guillaume, il est captif chez nous. Il consomme du gaz et il prend le gaz qui circule dans le tuyau, dans le réseau qu'il a et qui dessert son habitation ou son lieu de consommation. En revanche, si on a un client captif, en revanche, on a une énergie qui est concurrencée. Si le client il n'est pas content du gaz, à l'occasion d'un déménagement, à l'occasion d'un changement de site, il prendra une autre énergie, il prendra l'électricité, il prendra d'autres énergies. Donc pour toutes ces raisons-là, parce que le gaz a toujours été une énergie concurrentielle, on doit s'occuper du client, on doit le satisfaire. C'est pas, comme le dit notre directrice générale, c'est pas une option. Satisfaire le client pour mieux le fidéliser, c'est ce qu'on doit délivrer tous les jours en tant que salarié de l'entreprise. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on investit la culture client. Alors concrètement, c'est quoi ce programme et quelles sont les actions que vous avez mises en place, les actions concrètes que vous avez mises en place dans ce programme? Alors effectivement, on a un programme qui s'appelle Act for Clients, Agir pour le client, qui a démarré il y a 2 ans déjà,
Au cœur de ce programme, on a ce qu'on appelle les attendus de la relation client, qu'on va travailler par population, par type de salarié. Donc pour nos techniciens, pour nos conseillers clientèle et aussi pour nos informaticiens, pour nos acheteurs. Déjà, pour montrer que c'est toute l'entreprise qui est concernée par le client et qui doit travailler à la satisfaction client. Et ces attendus, donc on va décliner par population, ils vont être portés par le manager. La ligne managériale est très fortement sollicitée. C'est elle qui accompagne les salariés dans cette démarche. On a à côté des attendus ce qu'on appelle un autodiagnostic que chaque salarié va faire pour voir où il se situe par rapport à ce que l'entreprise attend de lui. Et les écarts qu'on va mesurer entre l'attendu et puis là où il en est, on va le compenser par de la formation, de la professionnalisation, de l'accompagnement managérial. En plus de ce dispositif, on a toute une boîte à outils où on va retrouver à la fois des supports de formation, des contenus très courts pour illustrer les attendus de façon très concrète. On va aussi montrer ce que font d'autres entreprises. On met en avant la voix du client en disant le client dans telle situation, voilà ce qu'il a dit de nous. Et ça porte ses fruits. D'accord. Alors, on voit bien que la culture client, pour la transformer, c'est un travail sur le long terme. Et donc, j'ai une question pour Guillaume. Concrètement, comment on peut arriver à modifier une culture client ? Enfin, en tout cas, quels sont les leviers à actionner ? Alors, je ne sais pas si on peut dire pour accélérer la transformation de la culture client, mais en tout cas, quels sont les leviers à actionner pour transformer une culture client ? La difficulté, c'est qu'il faut bien nommer les choses. La culture, c'est un ensemble de croyances et de valeurs qu'on partage dans l'entreprise. Et souvent, on a tendance à se précipiter, à vouloir transformer l'expérience client à travers les comportements des collaborateurs en oubliant la culture. Donc, premier point, et je pense que effectivement, ce que vient de dire Agnès va dans ce sens-là, plutôt que se précipiter à dire voilà comment je vous demande d'agir vis-à-vis du client, c'est voilà quels sont les attendus clients. Et c'est important parce que dans la culture, c'est-à-dire dans la façon dont l'entreprise va pouvoir installer cet état d'esprit selon lequel nous partageons tous ces croyances que le client est important, et bien, il y a un premier élément, c'est ce qu'on appelle la connexion client. Donc Agnès l'a dit, il y a le partage des attendus clients fait partie de cette capacité à dire on se branche sur les clients et on partage cette connaissance-là, voilà où ils nous attendent. Deuxième élément de la culture, l'exemplarité managériale. Agnès en a parlé, hein, la ligne managériale doit porter le sujet et dans ce qu'on a pu apprendre et comprendre en termes de diagnostic de la culture est un élément clé et fondamental. Parce que le nombre d'entreprises qui demandent à leurs collaborateurs de faire et de penser et que les managers vont faire autre chose, c'est-à-dire des choses plus importantes, ça ne peut pas marcher culturellement parlant. Donc, l'enjeu numéro 1 pour transformer la culture, c'est de comprendre que c'est un ensemble de croyances et valeurs partagées par toute l'entreprise et pas uniquement ceux qui sont en contact des clients. Et donc, si c'est un ensemble de croyances et de valeurs partagées, ça ne se décrète pas. C'est pas un patron qui dit voilà notre culture. Ça se vit au quotidien à travers tous ces leviers-là. Il y en a d'autres. Alors justement, vous avez parlé d'exemplarité managériale. Quel rôle peut jouer le manager dans cette transformation de la culture client ? Quels peuvent être les freins selon vous ou au contraire les opportunités ? Il y a plein de façons. Donc, dans l'exemplarité, d'abord, il y a l'exemplarité comportementale. Alors ça c'est valable surtout pour les collaborateurs qui sont en contact du client, hein, et c'est important de pouvoir compter sur son manager pour venir à ses rescousses, pour l'accompagner, pour l'aider, pour le suivre dans des sujets clients spécifiques. Mais il y a aussi l'exemplarité en termes de priorisation des sujets, de là où on met les budgets, de là où on met notre énergie, on compte sur notre patron pour décider. Et donc quand il va décider au quotidien, ça en dit long sur ce qu'il a dans la tête et ce qui est important pour l'entreprise. Donc, quand moi, collaborateur, je vois que objectivement, les décisions que prend mon patron ou mon manager n'est pas tout à fait des décisions qui vont dans le sens du client, on a foutu en l'air notre culture. Donc, le rôle du management, il est beaucoup plus important que ce qu'il n'y paraît. Il n'est pas uniquement lié au management de l'expérience client, il est lié à la façon dont il est porteur des priorités de l'entreprise à travers les décisions qu'il va prendre. D'accord, donc plutôt des décisions et portées au niveau d'un COMEX. Oui, alors ça peut être évidemment le top management, ça c'est évident, ça descend la ligne managériale, et j'étais encore tout à l'heure dans une entreprise où on m'a dit ça, on m'a dit moi je veux bien faire ce qui est important, mais c'est mes patrons qui me disent ce qui est important et qui me le font vivre, ne serait-ce qu'à travers les indicateurs de performance qui sont pilotés. Ma valorisation personnelle, que ce soit mon évolution dans l'entreprise ou mes primes, sont liées à quoi ? Si la recherche de la satisfaction client ou l'efficacité en termes de performance client n'est pas en jeu, c'est un non-sujet, quoi.
Alors Agnès, est-ce que vous avez des retours des équipes? Ça fait un bout de temps que vous avez lancé ce programme. Et comment vous arrivez à mesurer la réussite de ce programme? Effectivement, ça fait 2 ans qu'on l'a lancé. Donc on a les premiers retours. On a des retours déjà qualitatifs avec leurs expressions, l'expression des managers et voire même du top management de l'entreprise. C'est une démarche qui fait sens. On remet le client au cœur du dispositif et ça fait sens. Donc ça, c'est les premiers retours et plutôt quali. Sur les retours quanti, tout à l'heure, je parlais des autodiagnostics. Donc ça, on mesure aussi le taux d'autodiagnostics qui sont réalisés pour chaque population. C'est suivi au plus haut niveau de l'entreprise et jusqu'en bas pour voir à quelle vitesse la culture client elle prend. Et puis, on va aussi avoir comme indicateur, bien sûr, ce que les clients nous délivrent eux-mêmes. Donc, les indicateurs de satisfaction. On a un indicateur de satisfaction suite à contact client, qui est un peu notre indicateur phare et qui se retrouve d'ailleurs dans l'intéressement, dans le critère d'intéressement de l'entreprise. Et c'est lui qui pèse le plus fort. Ça, c'est une belle satisfaction aussi pour nous. Et puis, donc, les satisfactions aussi sur différents moments de contact avec l'entreprise. Et puis, les réclamations. On regarde aussi, bien sûr, le nombre de réclamations qu'on a. Là, on voit que notre taux de satisfaction suite à contact, il est plutôt en train de progresser depuis 2 ans. On est passé de 82% à 85%. C'est pas encore suffisant. Ce que je dis souvent aux équipes, c'est qu'on a encore 15% de clients qui ne sont pas satisfaits du service qu'on leur délivre. Et puis le nombre de réclamations, il est en train de baisser. Et dernier point, on a un programme de promesses clients qui sont des engagements de l'entreprise vis-à-vis des clients. Et là aussi, on a des KPIs de la mesure de comment on satisfait et est-ce que la promesse faite au client, est-ce qu'elle est tenue ou non par GRDF? Alors, on voit que pour GRDF, il y a un gros investissement sur le sujet de la culture client. On s'aperçoit aussi parfois que certaines entreprises, une fois qu'elles ont investi dans l'expérience client, elles se disent, bon, bah, mes clients sont satisfaits, j'arrête d'investir sur ce sujet. Et Guillaume, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'avec du recul, et par rapport à ce que vous observez dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe? Si on arrête d'investir dans l'expérience client, est-ce qu'une fois que finalement les clients sont satisfaits, on a gagné? Ou au contraire, c'est un travail de longue haleine? C'est la différence entre l'expérience et la culture. Entre l'investissement dans l'expérience client, qui peut être un projet comme un autre, la transformation digitale pourrait en être un, l'expérience client pourrait en être un, mais si ça ne s'accompagne pas de la transformation culturelle, on perd notre temps. Je connais beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de direction de l'expérience client, qui n'investissent pas dans l'expérience client parce qu'elle est génétiquement intégrée aux préoccupations de l'entreprise. Donc la question qu'on doit se poser, quand on sous-investit et que du coup les clients sont moins en moins satisfaits, c'est qu'on a investi sans la culture. Et donc la question que doivent se poser les entreprises, et le mouvement qui est en train de s'opérer, me semble-t-il, c'est de remettre le sujet de la transformation culturelle à un niveau tel que tous les investissements qu'on va faire en termes d'expérience client seront profitables. C'est comme quand vous plantez une graine dans un terreau qui n'est pas fertile. On a trop planté de graines dans des terreaux pas fertiles. Ça coûte cher et la fleur de l'expérience client ne pousse pas. Donc les entreprises, c'est normal qu'elles désinvestissent. Elles ont marre d'aller chercher des graines dans des pays un peu lointains, avec des consultants qui coûtent très cher, et qu'on essaie d'arroser, ça ne pousse pas. C'est normal. Mais, donc, en disant, ça ne marche pas vos trucs. Mais c'est parce que le terreau n'est pas fertile. Mais personne ne leur a vraiment dit. Donc maintenant, elles vont réinvestir dans la qualité du terreau pour faire pousser les graines. Je pense que c'est ça le vrai mouvement des années à venir. Merci pour cette belle métaphore, Guillaume. Agnès, est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que vous aimeriez partager avec nous? La culture client, on a tous un rôle à jouer et à tous les étages de l'entreprise. Merci Agnès, merci Guillaume d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission d'ANews Expérience Client, l'émission Décryptage. N'hésitez pas à vous abonner à la page et à la newsletter. À bientôt.